Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier la culture pour le bac de philo. C'est parti. On va tout d'abord commencer par quelques définitions. La culture, c'est tout ce que l'homme ajoute, modifie, transforme de la nature grâce à son intelligence. Je le rappelle, la nature, c'est tout ce qui existe sans aucune transformation ni modification humaine. Quand on cherche le terme culture dans le dictionnaire, on trouve qu'il a de nombreux sens. Je vous en cite trois. Nous trouvons le sens d'agriculture, c'est-à-dire de culture de la terre. Nous trouvons le sens de culture générale, c'est-à-dire la culture permettant de développer nos connaissances. Enfin, nous voyons que la culture consiste en un ensemble de caractéristiques qui sont communes à l'humanité. Nous allons dans un premier temps constater que la culture est nécessaire à l'homme. En effet, l'homme est façonné par la culture à laquelle il appartient. Ce n'est pas qu'un ensemble de connaissances. Par exemple, quand on provient d'une culture européenne, on a été éduqué selon certaines normes, certains principes, certaines traditions, typiquement européennes, qui construisent la personne que l'on est aujourd'hui. La culture, de plus, est nécessaire pour nous humaniser. L'homme s'oppose à l'animal car, contrairement à lui, il a une culture, c'est-à-dire ce qui est appris, transmis, construit. L'éducation qui transmet les connaissances et les croyances constitue le caractère historique de l'espèce humaine. Je vais commencer par citer Freud. Le mot culture désigne la somme totale des réalisations et dispositifs par lesquels notre vie s'éloigne de celle de nos ancêtres animaux et qui servent à deux fins: la protection de l'homme contre la nature et la réglementation des relations des hommes entre eux. Cela montre quoi? Eh bien, que la culture est nécessaire à l'homme. Sans elle, il serait en danger face aux éléments de la nature et les relations entre les individus seraient conflictuelles. Donc, pour Freud, dominer et contrôler la nature, c'est donc nécessaire et c'est ce qui rend possible la culture. Son point de vue est en totale opposition avec celui de Rousseau, qui valorise l'état de nature et qui critique la culture, mais c'est ce que nous verrons un tout petit peu plus tard. Pour le moment, concentrons-nous plutôt sur la figure de John Stuart Mill, qui met en relief le fait que l'homme et la nature sont plus souvent en opposition qu'en harmonie. C'est pourquoi la culture est admirable, c'est-à-dire que quand l'homme réussit à dominer la nature, à la faire ployer pour en tirer quelque chose, eh bien c'est un exploit. Je le cite. L'homme mérite d'être applaudi quand ce peu qu'il obtient dépasse ce qu'on pouvait espérer de sa faiblesse physique comparée à ses forces gigantesques. Culture et technique sont donc une prouesse parce que la nature est supérieure et plus puissante que l'homme. Nous allons maintenant voir que la culture n'est pourtant pas le seul facteur qui fait de nous des hommes. Donc même si elle est nécessaire aux hommes pour les humaniser, eh bien elle n'est pas suffisante. Jean-Paul Sartre, dans son œuvre L'existentialisme est un humanisme, avance que l'existence précède l'essence. C'est une citation de Jean-Paul Sartre. Cela signifie que l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Autrement dit, l'homme n'est pas prédéterminé, il n'y a pas de destin. D'abord il existe, c'est-à-dire d'abord il naît, et ensuite, au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il fait ses choix, qu'il évolue, eh bien il se détermine lui-même. Il n'y a rien qui va le prédéterminer par avance. S'il a telle ou telle caractéristique, s'il lui arrive tel ou tel événement, s'il a telle ou telle opportunité, ce n'est pas parce que c'était écrit, parce que tout était prédéterminé et tout devait se passer ainsi, mais c'est parce qu'il a fait des choix, il a pris des directions, il s'est construit de cette manière. Son avenir n'est pas tout tracé, l'homme ne devient que ce qu'il a fait de lui. Et si l'existence précède l'essence, eh bien c'est parce que l'homme existe avant de se déterminer. Il n'est pas déterminé préalablement, il se détermine lui-même. Si la culture n'est donc pas le seul facteur qui fait de nous des hommes, c'est aussi parce que c'est Dieu qui fait l'homme. Ça, c'est la thèse de Leibniz. Nous vivons dans le meilleur des mondes possibles parce que c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Donc nous sommes le résultat de l'invention de Dieu et pas uniquement de la culture. Nous allons maintenant constater que l'humanité reste un idéal à cultiver. Pour Rousseau, il faut être prudent vis-à-vis de la culture qui est au service du bien, mais aussi au service du mal. En effet, l'homme sort de l'état de nature et se constitue en société au fur et à mesure pour former une culture
en partageant les mêmes traditions, les mêmes règles avec ceux qui vivent dans sa société. Or, la constitution d'une culture génère des inégalités, de la mésentente, de la jalousie, puisqu'il y a des conflits entre les hommes. De plus, les individus deviennent paresseux, puisqu'ils sortent de leur état de nature qui les poussait à aller chasser, pêcher, etc. Ils préfèrent le confort et l'oisiveté. Donc l'usage démesuré de la technique rend l'homme dépendant de celle-ci. Il en perd donc sa nature humaine et devient faible, il perd sa liberté. Puisqu'alors qu'à l'état de nature il était capable de bien vivre sans artifice, lorsqu'il cède aux inventions techniques, il ne peut plus vivre sans. Enfin, la constitution d'une culture génère chez les hommes la naissance du vice. Hannah Arendt, de plus, dans son ouvrage La crise de la culture, va mettre en valeur le fait que l'homme se distingue des animaux par sa culture, c'est-à-dire par sa capacité à transformer la nature en un monde habitable pour l'homme. Mais ce n'est pas tout. La culture est aussi la capacité de l'homme à s'inscrire dans le temps, à témoigner de son histoire, à créer, à faire de l'art, etc. Et cela n'est bien évidemment pas sans rappeler un autre sens du terme culture, celui de culture générale. Enfin, pour terminer, nous allons étudier, grâce à Montaigne, l'opposition entre homme civilisé et homme sauvage, en nous demandant qui est le plus barbare. Dans ses essais, Montaigne montre que le plus sauvage n'est pas l'homme qui vit dans une société sans technique, sans culture, non moderne, d'après les stéréotypes de l'homme vivant nu dans la forêt. Dans son essai Des cannibales, donc livre 1, 31, Montaigne montre que le plus sauvage est l'homme qui utilise sa culture contre ses semblables. Le plus sauvage, c'est celui qui torture les autres, qui prend plaisir à les tuer avec cruauté et sans aucune nécessité vitale ni tradition. C'est pourquoi, selon lui, les cannibales qu'il rencontre sont plus humains que les occidentaux. En effet, les cannibales ne se mangent que lors de guerre, parce que c'est un rituel, et ils traitent bien leurs prisonniers. Ils les nourrissent, ils les intègrent aux banquets et aux danses de la tribu, ils les assomment avant de les tuer pour qu'ils ne souffrent pas, etc., etc. Au contraire, les Occidentaux tuent et torturent par pur plaisir de faire souffrir, et cela renvoie directement aux atrocités de la Saint-Barthélemy. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et pour compléter ce cours, n'hésite surtout pas à consulter la vidéo sur la technique ainsi que sur la nature.